Bonjour à toutes et tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Un grand merci au CNESCO pour leur invitation et puis pour cette saisie de ce sujet qui est essentiel pour nous au cours de cette conférence. Donc effectivement, je suis Thibaut de Saint-Paul, je suis directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Et en pratique, ce que portent nos équipes, c'est à la fois des politiques qui accompagnent les jeunes vers l'émancipation, mais aussi, et c'est évidemment étroitement lié, l'ensemble des politiques qui touchent à l'éducation en dehors de l'école. Le périscolaire, l'extrascolaire, et au travers de ces questions, on touche des sujets de lien entre l'école et l'ensemble des autres acteurs, et en particulier les acteurs qui nous sont chers, que sont le secteur associatif, l'ensemble des autres intervenants qui peuvent accompagner les jeunes, et tout ça avec une volonté de contribuer au maximum à une égalité des chances. Et donc tous nos dispositifs vont tourner autour de ces questions-là, et dans, évidemment, ces enjeux, la question des compétences, elle est au centre. Et donc c'est ce pourquoi je suis très heureux d'être ici. Et effectivement, je vais essayer succinctement de vous présenter comment on aborde la question et comment, pour nous, c'est important de se décentrer aussi un petit peu de l'école. Bien sûr, l'école est au centre, hein, il y a un enjeu éducatif majeur, mais à nos yeux, elle est plus forte si on prend en compte et on arrive à créer du lien avec l'ensemble des autres acteurs qui sont autour. Et donc depuis l'administration que je pilote, c'est ce à quoi on s'emploie. On était encore, il y a quelques semaines, au sein d'un ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nos services déconcentrés, vous le savez sans doute, depuis 2021, ils sont dans les rectorats. Et donc, on travaille quotidiennement à essayer de tisser ces liens qui, à nos yeux, sont absolument essentiels pour avancer sur ces questions d'égalité des chances et, en particulier, sur ces questions de compétences qui nous rassemblent dans les réflexions aujourd'hui. Et donc, les grands objectifs que nous portons à la JEVA, à destination des jeunes, c'est participer au développement personnel de ces jeunes, favoriser leur engagement, leur mobilité sociale comme géographique. Et donc, à ce titre, l'acquisition de compétences hors des murs de l'école et leur valorisation, et j'insiste sur cet enjeu de valorisation, il est bien évidemment central et au cœur de nos missions. Alors, en premier lieu, je l'ai succinctement évoqué dès mes premières phrases, c'est quelque chose qu'on va chercher à travailler au travers du déploiement de la continuité éducative. Et donc, c'est des choses qu'on travaille étroitement avec nos collègues. Vous avez vu Jean Hubac hier, et avec les autres, d'ailleurs, services aussi de la DGESCO. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut avancer sur un certain nombre d'objets concrets. La vraie difficulté quand on travaille sur la continuité éducative, c'est qu'en réalité, on a une multiplicité d'approches ou d'appréhension de ce qu'est ce terme. Et donc c'est juste, je veux faire un petit écart pour insister sur ce qu'on veut dire au travers de cette continuité éducative. Du point de vue de l'école et de son encadrement, quand on parle continuité éducative, très souvent, on renvoie dans un premier temps dans les représentations à des enjeux de continuité pédagogique. Et des continuités pédagogiques comme série d'actions internes qui visent à faire en sorte que le système scolaire réduise au maximum les ruptures entre les différents apprentissages scolaires. Et c'est une acception qui s'est imposée notamment au moment de la crise sanitaire, vous le savez bien, où on s'intéressait à ces questions de continuité pédagogique pour préserver le lien entre élèves et leurs enseignants. Du point de vue de la JEVA, bien sûr, c'est pas de cette manière-là dont on va approcher la question. C'est une approche qui est partagée avec l'ensemble des acteurs de l'éducation populaire. Pour nous, cette continuité éducative, elle consiste autant que faire se peut à harmoniser, mettre en cohérence les différents temps des enfants et des jeunes en cherchant une meilleure articulation des différents acteurs de l'éducation formelle, l'école, de l'éducation non formelle, ces loisirs collectifs dont on a la responsabilité à la JEVA, et bien sûr aussi tout ce qui est éducation informelle, la famille, les temps individuels. Et vous voyez, c'est des enjeux qui font écho avec des questions que vous avez déjà discutées hier et qui seront discutées aujourd'hui. Vous le savez, un enfant, en moyenne, il passe un quart de son temps éducatif hors temps scolaire. Et pour certains enfants qui vont faire tous les temps périscolaires et extrascolaires, c'est en réalité plus de temps devant un animateur ou devant des acteurs de l'animation que devant un personnel enseignant. Et donc l'enjeu de faire le lien entre ces différents acteurs, il est absolument essentiel.
Et c'est un certain nombre de combats qu'on mène. Je l'évoquais à l'instant avec Jean-François Chénet. Par exemple, on a cette volonté, on défend le fait que le directeur, la directrice du périscolaire puisse être systématiquement présent au conseil d'école ou au conseil d'établissement. Et c'est des choses sur lesquelles on est en train d'essayer de faire bouger les lignes, y compris réglementairement, parce qu'on est convaincu que se joue quelque chose à la fois dans le lien entre ces différents temps, mais aussi dans la manière dont sont considérés les différents acteurs à leur juste place et dans ce qu'ils peuvent apporter à l'enfant lui-même. Et donc, c'est des combats auxquels, collectivement, dans nos services, on tient beaucoup. Bien sûr, au cœur de cet environnement, l'école, elle tient une place centrale. Je ne dis absolument pas le contraire. Mais, effectivement, on la rend plus forte en tirant le meilleur parti de tous les temps qui sont autour de ces temps purement scolaires. Et par exemple, on a un certain nombre de travaux sur le sujet, mais je citerai une expérimentation qu'on a financée sur un outil dont on dispose à la JEVA, qui est le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, qui est un programme qu'un certain nombre d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelait « Exploiter tout son potentiel », qui était porté par l'association Énergie Jeune, qui visait à coordonner des séances de discussion en classe pour développer des compétences socio-comportementales du type motivation, persévérance, autodiscipline au sein d'élèves de collèges défavorisés. Et ça fait partie des expérimentations qu'on a menées sur le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, sur lequel on avait de réels résultats significatifs, y compris à court terme, alors qu'en réalité, statistiquement, on n'observe quand même pas toujours à court terme des effets qui sont intéressants. Donc c'est des choses qu'on continue à travailler et à regarder. Et d'ailleurs, si cette expérimentation elle vous intéresse, on a un certain nombre de publications sur le site de l'INJEP qui détaillent les résultats ou ce qui a été mis en œuvre. Les espaces éducatifs non scolaires, les accueils de loisirs, les associations, les équipements culturels et sportifs, évidemment aussi les familles, elles permettent également aux enfants de se construire une culture générale, d'élargir le champ des possibles, qui est vraiment un axe essentiel pour nous et qui est pour nous un des enjeux majeurs en termes d'inégalité, ce champ des possibles, ce vers quoi on se projette, à travers des activités, des sorties culturelles et artistiques, environnementales et aussi au travers des pratiques sportives. Et donc ces apports, à nos yeux, y contribuent souvent, on en est convaincu, à une plus grande réussite scolaire des élèves qui ont accès à cette plus-value éducative. Et donc c'est ce qu'on va rechercher au travers des dispositifs qu'on va mettre en œuvre. Et donc, non seulement on peut parler de continuité, mais plus sûrement de complémentarité éducative, qui est un terme auquel on tient beaucoup et auquel le secteur de l'éducation populaire aussi tient beaucoup, tant on sait que les réussites éducatives et scolaires d'un enfant, elles résultent d'une forme d'alchimie entre ces différentes sources de savoir, de savoir-être, de savoir-faire. Et donc c'est, à nos yeux, tout l'enjeu et tout ce qu'il faut essayer de construire et de tisser de liens entre les différents acteurs. Et dans ce contexte, au sein de la JEVA, on cherche à avancer, à contribuer sur plusieurs axes. Tout d'abord, on veut contribuer à créer des espaces qui permettent aux différents acteurs éducatifs de se parler, de mettre en cohérence leurs actions. On veut s'appuyer pour cela sur ce qu'on appelle les GAD au niveau départemental, qui sont des groupes d'appui départementaux, qui sont pilotés par les DAZEN et insuffisamment exploités dans un certain nombre de territoires. En fait, on a des territoires où ça marche très bien et d'autres où en fait, cet outil n'est pas utilisé, qui est un endroit où, avec d'autres partenaires de l'école, mais y compris les CAF, on va travailler les politiques éducatives avec les acteurs éducatifs, mais aussi avec les autres. Et donc, on a là un levier qu'on veut continuer à pousser. On a demandé à ce qu'on ait dans tous nos services déconcentrés des référents de la continuité éducative pour qu'on ait des interlocuteurs privilégiés qui puissent discuter entre les services spécifiquement scolaires et puis ceux qui portent nos politiques jeunesse, nos politiques périscolaires, pour pouvoir construire ensemble des projets, et dans le meilleur des cas, des projets éducatifs de territoire. Et donc, cette meilleure articulation entre les différents acteurs, et je l'évoquais aussi avec la CAF, avec la DGESCO, pour nous, elle vise à se donner un cadre qui permet aux acteurs éducatifs de mieux coordonner leurs actions, de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins, les aspirations de chaque enfant. Et effectivement, la diversité des acteurs, des situations pédagogiques, elle multiplie à nos yeux la possibilité pour les enfants de s'épanouir en acquérant différents types de savoirs, comme je disais tout à l'heure, ou de savoir-faire ou de savoir-être.
On travaille également à des offres de loisirs éducatifs qui soient d'un bon niveau qualitatif, c'est le plan mercredi, ou c'est aussi des dispositifs auxquels on croit beaucoup autour des vacances, comme les colos apprenantes, qui est un dispositif qu'on a mis en place au moment de la crise sanitaire et qu'on a conforté, y compris consolidé budgétairement, ce qui n'est jamais facile dans la période actuelle. C'est 80 000 enfants qui en bénéficient chaque année, et donc toutes les colos par nature, elles sont éducatives, mais dans ces colos-là, on a renforcé la dimension éducative qu'on va labelliser, qui va permettre à des enfants, en particulier des enfants défavorisés, de bénéficier d'un temps un peu à part, qui permet aussi de les réaccrocher. C'est 45% d'enfants qui sont en QPV, c'est entre 15 et 17% d'enfants qui sont en zone de revitalisation rurale, et la moitié d'enfants qui sont des primo-partants et qui ne seraient pas partis sinon. Et donc on est convaincu qu'investir ces temps de vacances, c'est aussi des temps particuliers qui permettent d'acquérir d'autres compétences ou de regagner de la confiance en soi et d'être plus efficace dans les apprentissages purement scolaires sur les temps scolaires. Et donc ces temps-là ne sont absolument pas des temps à négliger. Vous le savez, historiquement, ces temps de vacances, c'était aussi des temps qui étaient très investis par les enseignants, par exemple sur les colos. C'est moins le cas aujourd'hui pour des multiples raisons aussi sociologiques. Mais donc on mène aussi des combats autour du BAFA, autour de la manière dont il faut qu'on crée du lien, y compris sur ces temps auxquels on pense un peu moins quand on est depuis l'école, qui sont ces temps de vacances, auxquels nous, on croit beaucoup. Alors évidemment, je voudrais insister sur les compétences psychosociales. C'est un axe fort des dispositifs qu'on porte. Je parlais des colos apprenantes, c'est quelque chose qu'on a renforcé et sur lequel on est extrêmement vigilant dans la manière dont on le labellise. On est convaincu que, je ne sais pas, je peux prendre un exemple, par exemple le SAMU social de Paris, qui utilise ce dispositif pour faire partir des jeunes qui sont hébergés dans des hôtels, généralement avec leur maman et leur famille. On est convaincu que cette semaine-là, il va jouer quelque chose d'un peu particulier dans un horizon différent, qui permet de réaccrocher le jeune, et en particulier quand il est en difficulté à l'école. Ces compétences psychosociales, elles étaient évoquées dès l'introduction, vous en avez parlé hier. Évidemment, à nos yeux, elles sont au cœur du sujet. La manière dont on les acquiert, dont le jeune lui-même est conscient qu'il a acquis des compétences et dont on va les reconnaître et les valoriser au sein de l'ensemble de notre système. Et ça, pour nous, c'est aussi un axe fort sur lequel on cherche à apporter notre pierre avec d'autres acteurs. Par exemple, au travers de l'engagement, des politiques d'engagement qu'on va porter, mais aussi d'autres dispositifs qui sont, par exemple, le bénévolat, le service civique ou le mentorat, qui sont des politiques qu'on porte fortement cette fois sur la partie jeunesse, où notre conviction est par exemple qu'au travers du mentorat, ce qui est une politique qu'on a lancée depuis 2020 beaucoup plus fortement, on a 150 000 jeunes qui en bénéficient chaque année, avec des acteurs que vous connaissez bien comme la FEV, qui vont accompagner des jeunes sur plusieurs mois. Ce que montre l'ensemble des évaluations dont on dispose, c'est que ce mentorat, il est utile pour ouvrir les horizons des jeunes, et c'est l'objectif, mais en particulier, ce sur quoi il est efficace, c'est sur la confiance en soi du jeune. Et effectivement, cette question de la confiance en soi du jeune, le fait qu'on lui prête attention, que le mentor l'écoute, on sent qu'il se joue quelque chose là qui est essentiel pour l'acquisition des compétences et ce sur quoi on discute en fait dans ces 2 jours. C'est-à-dire que le fait de reconnaître, de se valoriser, c'est aussi ce qui va permettre potentiellement un auto-diagnostic des compétences qu'on a acquises. Et donc on a un certain nombre d'études qui montrent qu'on a un effet vraiment important sur ces questions. Et donc le dernier point que je vais évoquer pour pas être trop long, c'est qu'effectivement le dernier sujet majeur pour nous, c'est celui de la question de la reconnaissance de l'acquisition de ces compétences et de l'engagement. On a un certain nombre d'initiatives. Depuis la JAVA, on a réuni 19 directeurs d'administration centrale pour travailler sur ces questions de l'engagement et faire le lien et faire en sorte que, alors que c'est des questions qui sont travaillées à la fois par l'État, par les associations depuis des années. On se crée des référentiels communs, on se crée des initiatives qui permettent de valoriser les compétences qui sont acquises dans tous ces temps autour de l'école, par exemple dans l'engagement. Il y a des choses qui ont été faites au moment des Jeux Olympiques, Paralympiques, autour d'Open Badge. Il y a un certain nombre d'initiatives qu'on veut fédérer pour véritablement passer à l'échelle et avoir un certain nombre d'outils qui permettent de concrétiser et de valoriser encore plus facilement
ce type de compétences. Vous savez, elles sont présentes dans Parcoursup, on travaille aussi avec le supérieur. Donc ça, c'est aussi un certain nombre de pistes auxquelles on croit pour essayer d'avancer. Je ne vais pas être plus long, je m'y étais engagé. Vous voyez que c'est des sujets qui nous passionnent aussi et sur lesquels on essaie, avec un certain nombre d'acteurs et certains d'entre vous, d'avancer. Évidemment, c'est un sujet qui est aussi au cœur des échanges aujourd'hui, plus que sur les défis environnementaux sur lesquels les jeunes nous posent beaucoup. On a aussi ces enjeux pour accompagner l'engagement, pour reconnaître les compétences acquises qui sont dans ce cadre-là. Je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup pour votre attention. Et bien évidemment, depuis la JAVA, on suivra avec attention les conclusions des discussions de ces 2 jours.